Cérémonie de clôture de la 14e session de la formation douanière de base de 100 cadres et agents consacrés aux défis contemporains du secteur douanier. Cette initiative de la haute hiérarchie douanière a permis non seulement d'accroître les compétences, mais aussi de consolider la cohésion et l'engagement des douaniers à œuvrer au service de l'intérêt national. La redynamisation des activités de la Société des transports du Congo Transco était au cœur des discussions entre le directeur général de Transco, Jérémy Kilibou, et les patrons du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Ntumba Batukonke. Le numéro 1 de Transco est venu solliciter le financement pour la réparation de bus tombés en panne, la modernisation de ces deux garages et l'installation d'un centre de contrôle technique automobile. Le Forum international sur la bonne gouvernance et la décentralisation fiscale et financière a vécu à Kinshasa. Il a été organisé par le Centre d'amitié suisse RDC en collaboration avec l'Inspection générale des finances IGF. Le développement de ces titres est en dot dans ce numéro de fiscalité et développement dans une présentation signée Priska Sekana Lutete. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Fiscalité et Développement, magazine hebdomadaire d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo. En marge de sa mission d'itinérance dans la ville de Kikwit, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé le jeudi 26 mars 2026 les réseaux de distribution électrique reliés à la centrale hydroélectrique de Kakobola et destiné à alimenter les provinces du Kwilu, du Kwango et du Mai-Ndombe. Ces réseaux desservira plus de 9000 ménages et son déploiement se fera de manière progressive et maîtrisée conformément aux exigences techniques des mises en service et des stabilisations. La centrale hydroélectrique de Kakobola est une infrastructure de génie civil, les premiers et l'unique barrage à être construit dans cette partie de la RDC depuis la colonisation. Située à 70 km au sud-est de la ville de Kikwit et à 790 km à l'est de la ville de Kinshasa, sa puissance est de 10,5 MW avec 3 unités de 3,5 MW chacune. Au 7e niveau du siège administratif de la Direction générale des douanes et axes DGDA, il s'est tenu le vendredi 27 mars 2026 la 8e session ordinaire du comité d'audit interne, la première de cette année. Les présentes assises ont porté sur l'état d'exécution des recommandations découlant de la dernière réunion du comité tenue en décembre 2025 et sur les principales activités d'audit interne menées depuis lors. Images et commentaires. C'est en présence du délégué du ministre des Finances et de membres du comité d'audit que le directeur général de la douane congolaise, Bernard Kabese Moussangu, a présidé les travaux de la 8e session ordinaire du comité d'audit interne. Cette session, la première de cette année, résulte du besoin de la haute hiérarchie de garantir le suivi régulier et efficace des résultats des missions d'audit et d'inspection réalisées auprès des services de la DGDA. De ce fait, la présente session ordinaire a porté sur l'état d'exécution des recommandations découlant de la dernière réunion du comité d'audit tenue en décembre 2025 et sur les principales activités d'audit interne menées depuis lors, notamment l'audit des états financiers de la DGDA et celui des opérations d'examen et déclaration de produits d'accise. Pour garantir la réussite de ces travaux, Bernard Kabese Moussangu a énuméré plusieurs recommandations à l'égard du comité d'audit en vue de contribuer à l'amélioration de la gouvernance au sein de la DGDA. Au chapitre des recommandations, le comité devra se pencher notamment sur celles reprises ci-dessous.
1. La poursuite de la mise en place d'un dispositif d'interfaçage des systèmes informatiques avec les douanes partenaires. 2. L'optimisation du fonctionnement des représentations extérieures de la DGDA. 3. L'ajustement de certains bureaux de douane des effectifs suivant le cadre organique arrêté. 4. L'amorce des démarches administratives et judiciaires en vue de sécuriser le patrimoine immobilier et de résoudre de nombreux conflits fonciers en cours entre la DGDA et les tiers, relevés par les audits menés dans certaines provinces douanières. 5. L'amélioration du rapport qualité-prix en matière de facturation de soins médicaux administrés au personnel dans le cadre de la mise en œuvre de différentes conventions médicales signées par la DGDA. 6. La réactivation du projet de fonctionnement d'une structure médicale au sein du port sec de Lukangaba à Sakania. 7. La poursuite du processus de renforcement de capacité du personnel en matière d'archivage des documents administratifs. 8. L'acquisition de nouveaux espaces devant servir d'aire de déchargement et de dédouanement de marchandises face à l'étroitesse d'aires existantes, notamment au bureau de douane de Karombo en Ituri. 9. Le strict respect des dispositions du manuel de procédure du guichet unique en environnement sidonia à l'effet de faire face aux opérations de vérification postposées au paiement des droits et taxes. 10. La clarification des compétences des bureaux de douane voisins, notamment le bureau du TCPK et celui du Bichingobila, utilisant pratiquement une même aire de déchargement de marchandises. Après avoir validé les calendriers du comité d'audit pour l'exercice en cours, Bernard Kabese Moussangu, directeur général de la douane congolaise, a rappelé à l'ensemble de son auditoire que la DGDA fait face à la spoliation fréquente de son patrimoine immobilier par des tierces. Il invite donc les auditeurs internes à s'impliquer davantage dans ces domaines. À sa 7e session ordinaire tenue au mois de décembre 2025, le comité a pu constater, non sans manifester son inquiétude, une tendance avérée au conflit foncier suite à la spoliation fréquente de certaines concessions appartenant à la DGDA par des tiers. Sans doute, le peu d'intérêt manifeste dans les chefs de certains cadres et agents à protéger et à sécuriser les éléments de notre patrimoine immobilier y est également pour quelque chose. Et ce, au vu de l'absence ahurissante d'alerte émise en la matière. Face à cette situation, et à la suite des audits menés, j'ai diligenté des missions d'inspection avec l'implication de la Direction des affaires judiciaires et contentieuses et celle des équipements et logistiques pour prendre en charge la problématique ainsi soulevée en vue d'y apporter, dans l'intérêt de la DGDA, des solutions idoines et durables. Dans le même ordre d'idées, j'ai également instruit tous les directeurs provinciaux afin que soient réactivées en province les unités de brigade affectées à la sécurisation du patrimoine. Le souhait ardent du directeur général de Douanes et Axes, Bernard Kabese Moussangu, est de voir les auditeurs internes pratiquer dorénavant leur métier avec plus de professionnalisme, étant donné que peu avant la fin de l'année 2025, un atelier de renforcement des capacités des auditeurs internes a été animé sous les thèmes « Comment mener à bien une mission d'audit et rendre compte ». Le même vendredi 27 mars 2026, toujours à la douane congolaise, il y a eu la cérémonie des clôtures de la 14e session de la formation douanière des bases des 100 cadres et agents consacrés aux défis contemporains du secteur douanier. Cette initiative de la haute hiérarchie douanière a permis non seulement d'enrichir les compétences, mais aussi de consolider la cohésion et l'engagement des douaniers à œuvrer au service de l'intérêt national. Images et commentaires. Ils étaient sur l'heure 31
en uniforme officiel de la douane congolaise, comme pour dire qu'ils sont tous mobilisés pour une douane d'action et d'excellence. Ces 100 récipiendaires issus des différentes directions et services de l'administration centrale de la DGDA, des Kinshasa Aéroport et Kinshasa Ville, viennent de clôturer la 14e session de la formation douanière des bases axée sur les défis contemporains du secteur douanier. Initiée de novembre 2024 à juillet 2025, soit pendant 7 mois, par la volonté du directeur général de Douanes et Axis Bernard Kabessé Moussangu, cette session de formation a comporté 18 modules théoriques et pratiques visant à approfondir leurs connaissances en réglementation, contrôle douanier et lutte contre la fraude. Reconnaissant pour cet investissement, les lauréats de cette 14e session de formation douanière des bases disent être conscients des responsabilités qui leur incombent. Au terme de cette formation, nous prenons pleinement conscience des responsabilités qui nous incombent. Les connaissances acquises ne constituent pas une fin en soi, mais plutôt le début d'un engagement à servir avec compétence, intégrité et professionnalisme, en demeurant tous mobilisés pour une douane d'action et d'excellence. Dans cet esprit, nous souhaitons encourager la poursuite de cette initiative. Que cette dynamique se poursuive avec des prochaines sessions, notamment la 15e, afin de permettre à d'autres agents de bénéficier eux aussi de cette opportunité. Ainsi, au nom de tous les apprenants, nous réitérons notre engagement de mettre en pratique les enseignements reçus, de respecter les règles et les valeurs de notre administration et de contribuer activement à l'amélioration des performances de notre institution. Cette formation continue s'est déroulée en 2 vacations distinctes, matin et soir, afin de maximiser l'interaction entre les formateurs et les participants, favorisant ainsi un apprentissage dynamique et efficace avec un taux de participation de 95%. Par cette méthode, le directeur de ressources humaines, Hugues Mukenge Mabi, est convaincu que cette session de formation a atteint les objectifs fixés par la douane congolaise. Cette formation douanière couplée de celle sur le logiciel Cybernéo s'est déroulée dans un climat serein et a permis de renforcer les capacités opérationnelles et contingents dans les domaines douaniers et 6e avec un taux de participation de 95% et celui de satisfaction estimé à 100%. Les résultats de la dénumération des évaluations des participants en ci-dessous le prouvent à suffisance. Grande distinction 8, distinction 45, satisfaction 42, échec néant. De ce qui précède, je note que cette formation a atteint ses objectifs et les formateurs ont été à la hauteur de leur tâche. En bon père des familles, Bernard Kabessé Moussangu, directeur général des douanes et axes, a invité les récipiendaires à faire preuve des rigueurs, d'intégrité et de patriotisme dans l'exercice de leurs fonctions. Au travers de ces modules, non seulement vous avez acquis de nouvelles compétences pour l'exercice de vos fonctions respectives, mais aussi vous êtes outillés pour relever les défis qui vous attendent sur le terrain, notamment la maximisation des recettes du Trésor public. Je vous invite donc à faire preuve de rigueur, d'intégrité et de patriotisme dans l'exercice de vos fonctions. Vous sortez d'ici mieux armés pour faire face aux défis de la fraude, de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. Pour ce faire, je vous exhorte à vous approprier tous les acquis de cette formation, de ne pas mettre les enseignements reçus dans les tiroirs, mais plutôt de les mettre en application constante dans l'exercice de vos fonctions, afin de permettre à la DGDA de réaliser ses missions régaliennes. Dans une ambiance bon enfant, cette cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats à chaque lauréat, dont 6 inspecteurs, 34 contrôleurs, 53 vérificateurs et 7 vérificateurs assistants.
Dans l'objectif de redynamiser les activités de la Société de transport du Congo, Transco, son directeur général Jérémy Kiloubou a rencontré le mardi 24 mars dernier le patron du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Hervé Claude Toumba Batoukonké. Le numéro 1 des Transco est venu solliciter les financements pour la réparation des bus tombés en panne, la modernisation de ces deux gares et l'installation d'un centre de contrôle technique automobile. C'est un reportage réalisé par la cellule de communication du FPI. Pour redynamiser ses activités d'exploitation, la Société de transport du Congo frappe à la porte du Fonds de promotion de l'industrie. Son directeur général, Jérémy Kiloubou, a rencontré ce mardi le DG du FPI, Hervé Claude Toumba Batoukonké. Accompagné du PCA et du DGA, Jérémy Kiloubou a présenté les difficultés auxquelles son entreprise est confrontée et sollicite un financement pour la réparation des plusieurs véhicules tombés en panne. Ce même financement permettra aussi à Transco de moderniser ses deux garages et d'installer un centre de contrôle technique automobile. Avec le centre de contrôle technique, Transco rendra également service aux particuliers moyennant un paiement. Ce centre technique est une autre source de revenus en dehors des recettes journalières. Pour éviter le coulage des recettes, Jérémy Kiloubou prévoit la digitalisation de toutes les transactions et opérations financières. Et vous ne pouvez pas parler du développement de l'industrie sans transport. Et au sein de nos sites, nous avons des sites, nous avons des garages qui sont en très mauvais état. Nous sommes arrivés aujourd'hui à solliciter l'accompagnement du DG de FPI pour que nous puissions rapidement moderniser ces garages. Ces garages, une fois modernisés, nous permettront de renforcer notre flotte en réparant les bus qui sont en panne. Et au même moment, nous pourrons aussi aider l'État pour commencer à faire les réparations techniques pour tous les véhicules des sociétés de l'État. Le vrai problème des Transco aujourd'hui, c'est le coulage de recettes. Comme vous le savez, nous venons d'être avec le directeur général de Huawei pour réfléchir sur la digitalisation de toutes les activités des Transco. Une fois nous digitalisons les activités des Transco, je crois que les recettes seront canalisées. Et nous sommes en train de voir aussi comment est-ce qu'il faut améliorer notre service pour que à jamais Transco puisse devenir une société indispensable pour le mouvement de la population. Vous pouvez compter sur nous et croire que dans les jours à venir, vous allez vivre un autre Transco et vous allez constater le travail que nous allons faire sur le terrain. Le DG du FPI, Hervé Claude Batoukonké, a quant à lui demandé à Transco un état des lieux, le montant du prêt sollicité et la situation exacte de la trésorerie pour éviter un portefeuille toxique. Les exigences du FPI visent à éviter un saut dans l'inconnu car le crédit doit être remboursé avec certitude. Le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Blaise Mastaki Birindoa, était dans le Kasaï central en mission d'identification des priorités, des développements et d'accompagnement des projets structurants dans cette province. Les détails dans ce reportage réalisé par la cellule de communication de cet établissement public. La province du Kasaï central confirme progressivement son positionnement comme un pôle stratégique d'investissement en République démocratique du Congo. Portée par une dynamique de relance économique, elle attire aujourd'hui l'attention grâce à des projets structurants axés sur l'énergie, l'industrialisation et le développement de l'entrepreneuriat local. Sur le terrain, la mission des supervisions conduite par le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie, Blaise Mastaki Birindoa, a permis de mettre en lumière des opportunités concrètes de financement au bénéfice des initiatives locales. Dès son arrivée, le DGA a échangé avec le gouverneur du Kasaï central, Moïse Kamboulou Konko. Au cœur des discussions, les priorités de développement de la province et la nécessité d'un accompagnement efficace des projets structurants. Cette mission s'inscrit dans la vision du Fonds de promotion de l'industrie impulsé par son directeur général Hervé Claude Toumba Batoukonké, visant à rapprocher le financement des porteurs des projets en province. Parmi les projets phares figure la construction du barrage de Mbombo, développé en partenariat avec l'ONCER. Un projet stratégique appelé à renforcer l'accès à l'électricité dans un délai de 18 mois. Parce que notre objectif, c'est vraiment de soutenir la promotion de la classe moyenne, ici dans la province du Kasaï, mais aussi évidemment de soutenir l'énergie, la réponse
au vrai problème de la région, qui est l'accès à cette énergie, qui va soutenir évidemment de grandes industries. Vous savez, le projet que nous avons, la zone industrielle ici, a effectivement besoin de ces barrages. En attendant Katende qui viendra dans 4 à 5 ans, nous avons d'autres projets ici. Vous le verrez, vous en saurez plus à la fin de notre réunion. Un Bombo entre autres. Et nous voulons voir vraiment ce qu'il faut pour que dans 18 mois, que la ville de Kananga résolve son problème d'accès à l'électricité de manière permanente cette fois-là. Autre initiative majeure, le projet intégré de la mini-centrale électrique de Chikaji, porté par l'Institut médical chrétien du Kasaï. Ce programme combine énergie, industrie et agriculture. Il prévoit la réhabilitation d'une infrastructure hydroélectrique existante, la création d'un mini-parc industriel et la structuration d'un écosystème agricole complet. L'objectif est de réduire le déficit énergétique, soutenir la transformation locale et renforcer la chaîne de valeur agricole. À terme, plus de 10 000 emplois pourraient être générés. Nous attendons que les FPI nous soutiennent pour la réhabilitation et la modernisation complète de ces barrages. Par la modernisation, nous attendons le remplacement des nouveaux moteurs, le remplacement de la ligne de transport du courant qui est devenue très défectueuse avec les coupures de courant à tout moment, et aussi la sécurisation du bassin de rétention des eaux. Le bassin d'eau qui alimente les turbines est complètement envahi avec les mauvaises herbes. Cela diminue les débits qui peut permettre à ce que les moteurs électriques tournent convenablement. Et par cette phase qui constitue la grande composante du programme, nous espérons que nous aurons une capacité qui va partir de 300 kW à 680, pourquoi pas 1 MW, parce qu'avec la nouvelle technologie, nous aurons la chance d'obtenir les turbines qui peuvent nous amener à 1 MW de courant, une quantité amplement suffisante pour les unités de transformation que nous avons envisagées pour le parc industriel qui doit être installé à Chikaji. Dans le même élan, le secteur privé s'affirme comme un moteur complémentaire. À Kananga, les établissements Babi Kalala Odette ambitionnent d'augmenter leur capacité de production d'eau minérale et de renforcer leurs activités en boulangerie et pâtisserie. À quelques kilomètres de la ville, la ferme Lantemba illustre également ce potentiel. Depuis 2005, elle développe un modèle intégré combinant agriculture, élevage, transformation et innovation, doté d'équipements modernes et d'une écloserie capable de produire jusqu'à 1 million d'alevins par mois. Elle se positionne comme un véritable hub agro-industriel. Mais comme de nombreux projets, son développement reste conditionné par un accès fiable à l'énergie, notamment à travers des solutions hydroélectriques locales. Au final, la coexistence des projets structurants et d'initiatives privées démontre que le Kasaï central dispose d'un potentiel économique réel. Avec un accompagnement financier adapté et une vision stratégique claire, la province a désormais les leviers nécessaires pour transformer ses opportunités en croissance durable. Sensibiliser les agents féminins pour un rendement efficace et une efficience au travail, c'est les thèmes au centre de la journée des réflexions organisées par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans les cadres de la clôture du mois de la femme. C'était le vendredi 27 mars 2026 ici à Kinshasa. Regardez. À l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme, le Fonds de promotion de l'industrie a organisé ce vendredi à Kinshasa une journée de réflexion sur le thème « Sensibiliser les agents féminins pour un rendement efficace et une efficience au travail ». Rêver une importance capitale, objectif visé, augmenter la présence de la femme et son rendement au travail. Prenant la parole pour la circonstance, le DG du FPI, Hervé-Claude Batoukonké, a souligné le progrès réalisé en matière de promotion de la femme au sein de son institution. Bien des femmes ont été promues comme cadres de commandement et de direction sur base de leurs compétences. Elles représentent aujourd'hui 30% du personnel du FPI. Le DG a insisté sur le leadership féminin fondé sur la capacité à gérer le changement, l'éthique et la transparence, l'innovation, la créativité et la diversité. Toutes ces qualités contribuent à la performance d'une entreprise. Le leadership féminin n'est plus une tendance émergente. C'est plutôt une force incontournable qui transforme le monde des affaires. Je me permets de profiter de cette occasion de vous exprimer mes attentes managériales pour la femme au sein du Fonds de promotion de l'industrie.
Je tiens d'abord à souligner que le développement économique d'un pays ne peut se réaliser sans la participation de toutes ses ressources humaines, dont la femme. C'est dans cette optique que la place de la femme devient essentielle, notamment dans des institutions stratégiques comme le Fonds de promotion de l'industrie, qui joue un rôle clé dans le financement et l'accompagnement des projets industriels en République démocratique du Congo. À la création du Fonds de promotion de l'industrie en 1989, les femmes ne représentaient que 20,6% du personnel et elles occupaient principalement des fonctions administratives ou d'agents d'exécution. Aujourd'hui, cette proportion a atteint 30,4% et la femme occupe les fonctions de pilotage, de direction et de commandement. La coordonnatrice du comité genre au FPI, Fifi Mobé, a rappelé que cette journée constitue un cadre d'échange, de sensibilisation et de renforcement des capacités des femmes. Cette initiative met en exergue les compétences féminines tout en valorisant leur engagement et l'organisation du travail. La conscience professionnelle, l'obligation des résultats, la culture de l'excellence sont des atouts majeurs pour l'émancipation de la femme. Le FPI réaffirme sa détermination à promouvoir la femme et à renforcer sa contribution au développement du pays. Mais les femmes doivent cultiver l'esprit d'entrepreneuriat qu'elles ont et doivent cultiver la compétitivité parce que même l'accession à des postes importants ne dépendra pas de l'extérieur ou d'appui externe, mais dépendra d'elles-mêmes les femmes. C'est pour cela que nous les invitons à être performantes, à être disciplinées, à travailler d'arrache-pied, à prouver qu'elles ont des capacités que les hommes aussi. Cette femme politique est aujourd'hui un modèle qui inspire confiance et admiration au regard de sa carrière. Le Centre d'amitié Suisse-RDC, en collaboration avec l'Inspection générale des finances IGF, a organisé le 17 mars 2026 dans le chapiteau de Pullman Hôtel Kinshasa les forums internationaux sur la bonne gouvernance et la décentralisation fiscale et financière. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la cellule de communication de l'IGF. Le Centre d'amitié Suisse-RDC a, en collaboration avec l'Inspection générale des finances, organisé les forums internationaux sur la bonne gouvernance, la décentralisation fiscale et financière. Les experts nationaux et internationaux du secteur des finances et de la décentralisation administrative se sont donné rendez-vous mardi 17 mars 2026 à Kinshasa, au chapiteau de l'hôtel Pullman. Les décideurs du secteur public, les experts nationaux et internationaux, ainsi que des cadres de l'administration publique ont pris part active à ces assises. Deux personnalités ont rehaussé de leur participation ce forum. Il s'agit de Monsieur Léo Tremblay, ambassadeur de Suisse en RDC, ainsi que l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimois. Monsieur l'ambassadeur a salué la tenue de ces assises qui s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration fructueuse. Entre 1291 et 1848, mais on a vraiment pu développer une longue expertise dans le fédéralisme. On a aussi eu nos échecs, on a aussi revenu en arrière, mais justement, on a cette expérience et on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir les partager ici avec les experts, avec nos amis congolais. Donc, le chef de service de l'IGF, premier intervenant, a tablé sur l'irréversibilité du processus de décentralisation en cours en RDC. La décentralisation est en cours et se fait progressivement. Toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo ont leur propre gouvernement et leurs propres assemblées. Toutefois, en 90%, les entités territoriales décentralisées ne sont pas encore dotées des gouvernements et des assemblées locales. 4 autres intervenants nationaux et internationaux ont partagé les modèles utilisés dans leurs pays respectifs, dont la Suisse et l'Italie. David Stobli, économiste et expert suisse, le professeur ordinaire Anselme Meya à l'université de Kinshasa et le professeur Fabio Padovano de l'université de Rome et Rennes ont nourri les échanges des expériences empiriques.
Il faut noter que la collaboration entre le Centre d'amitié Suisse-RDC et l'IGF n'est pas à la première action commune. D'autres initiatives similaires ont eu lieu dernièrement. Il s'agit notamment de la formation des inspecteurs de finances en matière de fédéralisme fiscal, cas de la Suisse, ainsi qu'une autre session tenue à Paris en France. Un communiqué conjoint d'Egérad Camille dans cette émission, il porte sur les paiements des droits superficiaires annuels par carré. Marlène Bassoso Sessakoumou nous en fait la lecture. La Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations d'Egérad, en sigle, et la Direction générale des cadastres miniers, CAMI en sigle, informent les titulaires de droits miniers et ou des carrières que les notes des débits et des perceptions relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2026 sont disponibles au guichet du CAMI situé à Kinshasa, au croisement des avenues Polo Maurice et Kassavubu dans la commune de la Gombe, à Lubumbashi, avenue Lumumba, numéro 2575, commune de Kapemba, à Kisangani, boulevard du 30 juin, rond-point Canon, commune de Makiso, à Kindu, avenue du 4 janvier, numéro 344, commune de Kasuku. Par conséquent, tous les titulaires et leurs mandataires munis d'une procuration sont invités à les retirer en vue de procéder au paiement au plus tard le 31 mars 2026, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Passé ces délais, les CAMI se réservent le droit d'enclencher la procédure de déchéance du droit minier et ou des carrières non payées, et ce, sans préjudice de l'application par la DGRAD des pénalités prévues par la loi. Par ailleurs, nous rappelons que, conformément à l'article 196 du Code minier, le maintien de la validité des droits miniers et ou des carrières est notamment subordonné au paiement des 100% des droits superficiaires annuels. Fait à Kinshasa, le 5 février 2026, pour les CAMI, pour les directeurs généraux en mission, Jacques Muyumba Ndouboula, directeur général adjoint, pour la DGRAD, Étienne Uchudi Lutula, directeur général. Un autre communiqué conjoint cette fois-ci DGRAD, secrétariat général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat. Il porte sur les paiements des taxes rémunératoires annuelles et taxes sur la pollution. Suivant-le dans cette lecture de Didi Mavambo Nambolo Pépé. Le secrétariat à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations d'Egérad rappellent aux opérateurs économiques exploitant les installations classées de la catégorie 1A assujetties aux taxes rémunératoires annuelles et de pollution que la déclaration des éléments d'assiette taxables intervient au plus tard le 31 mars de l'exercice en cours. Ainsi, les opérateurs concernés sont invités à déposer leur déclaration auprès de la Direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex des cliniques, numéro 15, dans la commune de la Gombe, conformément aux articles 9 et 35 de l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telles que modifiées et complétées à ce jour, ainsi que 7 de l'arrêté interministériel numéro CAB-MIN-EDD-004-2020 et numéro CAB-MIN-Finance-2020-071 du 24 juillet 2020 au plus tard le 31 mars 2026 pour constatation et liquidation. À cet effet, les opérateurs économiques sont priés de passer auprès du centre d'ordonnancement de la DGRAD situé à la même adresse
pour retirer les titres de perception irrélatifs. Le paiement des dites taxes pour l'exercice en cours doit intervenir au plus tard le 15 juin pour la taxe rémunératoire annuelle et le 15 juillet pour la taxe de pollution. Communiqué signé conjointement le directeur général de la DGRAD Étienne Ouchoudi-Lutula et le secrétaire général à l'environnement et développement durable Benjamin Toyirambe Bamoninga. La région des Grands Lacs est devenue hostile à l'exercice de la profession journalistique d'après Reporters sans frontières qui a organisé le jeudi 26 mars dernier une conférence de presse marquant l'ouverture médiatique du lancement de son nouveau rapport intitulé « Dans la peau d'un journaliste dans les Grands Lacs, immersion dans les quotidiens des reporters dans une région marquée par l'instabilité, une zone de l'Est de la RDC caractérisée par une guerre économique avec la prédation de ressources naturelles. » Les explications de Céline Boumba, Angélani Lagrasse et Christian Kenina Nsielema. Le dernier rapport des Reporters sans frontières présente un tableau très sombre dans l'exercice de la liberté de la presse dans la région des Grands Lacs. Des révélations troublantes ont été faites au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa par cette organisation. Sur les 10 dernières années, près de 500 journalistes ont été arrêtés à côté de meurtres et disparitions signalées de chevaliers de la plume. Dans une zone riche en minéraux, les enjeux économiques mènent souvent à des dérives politiciennes de certains acteurs qui ne voient que leurs propres intérêts au détriment de différentes communautés vivant dans la région des Grands Lacs. L'épicentre de la dégradation sécuritaire se situe dans l'est de la RDC. Selon la responsable de plaidoyer de l'Afrique subsaharienne des Reporters sans frontières, Jeanne Lagarde, la région des Grands Lacs est devenue hostile à l'exercice de la profession journalistique. RSF a décidé de faire ce rapport sur le journalisme dans les Grands Lacs avec un focus notamment sur la RDC et notamment un focus sur l'est de la RDC. Au vu du conflit à l'est, on a effectivement eu des échos disant que la guerre à l'est de la RDC est l'épicentre du danger et c'est la zone du pays mais aussi de la région qui concentre le plus d'exactions. On a notamment on nous a fait écho de radios notamment détruites qui sont en première ligne dans le conflit, de journalistes qui sont victimes de menaces directes, d'exactions physiques, d'agressions, de disparitions forcées, mais aussi d'assassinats. C'est toujours effectivement dans l'impunité la plus totale. Ce qu'on a également témoigné peut-être en termes de chiffres, c'est que ces 5 dernières années, 7 journalistes dans les pays des Grands Lacs ont été victimes d'assassinats. 5 ont été tués en RDC, donc la majeure partie des assassinats ont lieu en RDC, tous à l'Est. Foyer de la dégradation de la liberté de la presse, la région des Grands Lacs n'est plus sûre pour l'exercice du journalisme à cause des intérêts politiques et surtout économiques. Parmi les recommandations formulées par Reporters sans frontières, garantir la sécurité des journalistes à l'échelle nationale, notamment dans les zones des conflits, en mettant en place un mécanisme indépendant de protection des journalistes doté d'un système d'alerte rapide, mettre fin aux attaques physiques et aux menaces contre les journalistes, faciliter le travail des correspondants internationaux et ouvrir systématiquement des enquêtes en cas d'atteinte contre les journalistes et poursuivre les responsables afin de lutter contre l'impunité, faciliter le travail des correspondants internationaux et indépendants en rendant les procédures d'accréditation transparentes et abordables ainsi que fournir un soutien économique ciblé aux médias pour garantir leur viabilité et leur indépendance éditoriale.
Monitoring du taux d'échange à présent, le taux officiel de la Banque centrale du Congo au vendredi 27 mars 2026 a affiché un dollar américain à 2284,93 francs congolais, un euro à 2629,29 francs congolais, un franc CFA à 4 francs congolais, un dirham, la monnaie des Émirats arabes unis, à 621,40 francs congolais. Au samedi 28 mars 2026, au parallèle cette fois-ci, le taux a varié entre 2250 et 2300 francs congolais, les billets verts, dans la majorité de communes de la capitale congolaise. À l'aéroport international de Njili, la devise américaine s'est changée à 2100 francs congolais, 2300 francs congolais dans plusieurs supermarchés de Kinshasa, 2215 francs congolais chez Mère Double dans la commune de la Gombe. Auprès des opérateurs de télécommunications, un dollar américain revient à 2270 francs congolais. À Mbandaka, précisément dans l'Équateur, à Boende, chef-lieu de la province de la Chuapa, et à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les billets du pays de l'oncle Sam s'est négocié à 2200 francs congolais pour 1 dollar américain. Même taux de 2200 francs congolais pour 1 dollar américain observé dans les villes des Kolwezi, dans le Lualaba, Matadi dans le Congo central, Kikwit dans les Kwilu, ainsi qu'à Gemena dans la province du Sud Ubangi. Cependant, les pics du taux d'échange à l'intérieur du pays, parmi les provinces contactées, a été observé ces week-ends à Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï oriental, où 1 dollar américain a valu 2250 francs congolais. Les nouvelles, à présent, des cours de principales matières premières sur les marchés internationaux. C'est avec Didi Mavambo, Nombolo Pépé, Frédéric. Tendance haussière du cours du pétrole sur le marché international à cause de la guerre au Golfe Persique. Chez WTI, le baril de l'or noir a valu 96,79 $, en hausse de 2,31%, et chez Brent, il a coûté 104,16 $, grimpant de 2,27%. Le cours du cuivre, par contre, a chuté de 0,22% à la clôture de la semaine. La tonne du métal rouge s'est négociée à 12 108 $. Depuis plusieurs jours, le cours du cobalt se situe autour de 56 290 $ la tonne, hausse de 0,95% du cours de l'or. L'once du métal jaune a valu 4 450,90 $. Tendance générale haussière pour les principaux produits céréaliers, en commençant par le cours du maïs qui a connu une hausse de 0,54% en se négociant à 469 $ la tonne. Hausse de 0,64% du cours du riz paddy, c'est-à-dire non décortiqué. La tonne a coûté 11,04 $, et le cours du blé a évolué de 0,37%, se négociant à 608 $ la tonne. Enfin, le cours du cacao a terminé la semaine en hausse de 0,99%, en valant 3164 $ la tonne. Avant de nous quitter, mesdames et messieurs, prenons ces sketchs de sensibilisation sur les procédures des paiements des amendes transactionnelles concernant la contravention routière qui s'est fait sous l'encadrement de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population, bakondi bayoka na matoi. Bato ya Congo oye, bato ya Congo oye, bato ya Congo. Oh mais c'est quoi ça? Sens interdit, défaut de documents de bord, contravention, allez, permis de conduire, carte rose. Oh, 100 $, sinon avec la DGRAD au bureau, tu vas payer très cher. Quel très cher? Allô, bé? Hein? Bé, et on a bêti non? Bakangi ngati bé?
Akanga pa roulage quoi. Ve solane. Les personnes étaient ve. Ah. Ve. Bon. Naka petit na wa. Waka ve na ngai. Ve. Naka petit na ve. Ve. Si maman 60 ba petit ba sauver na palega. Pourquoi on se la nène ça là? Jamais. On va au bureau. On va au bureau. On va au bureau. Mon commissaire, comme d'habitude. Mon nom PJ, je suis ton petit frère. Hein? Petit frère. Hey! Un policier ne touche pas à l'argent de l'État. Tu vas me créer des problèmes. Mon commissaire, c'est 60. C'est 60 $, mon commissaire. Mon commissaire, montre-moi alors le taux de l'État. Pour quelle infraction? Circulation à gauche, 20 à 50 $. Défaut de documents de bord, 20 à 35 $ à payer à la banque après le retrait de la note de perception auprès de l'agent de la DGRAD et après être entendu sur PV. Merci, mon commissaire. Mon commissaire, et le rapport du commandant, commissaire, donc toi, tout ce qu'on nous raconte à la parade, tu somnoles ou tu captes le message? Hein? Mon commissaire, j'ai souffert pour avoir ce contrevenant. Et voilà maintenant, tu me fais rater de l'argent. Que vient faire la DGRAD dans une affaire policière? Ngalouf. Worok, mon commissaire. Ngalouf. La police est un service d'assiette de l'État. C'est-à-dire tout ce que nous collectons comme amende transactionnelle à la PCR, police territoriale, police judiciaire, ce sont des recettes non fiscales. Ça doit entrer dans la caisse de l'État pour contribuer au budget de notre pays. C'est une façon d'appuyer la vision du chef de l'État. Ce qui va permettre de construire des routes, de payer nos soldes, d'acheter nos équipements, contribuer à la gratuité de l'enseignement et autres. C'est comme ça maintenant, mon commissaire. Je suis agent de l'État et mes postes sont de l'État. Le service habilité à ordonnancer, c'est la DGRAD. Mon commissaire, quand nous on interceptait les infractions sous le soleil, est-ce que DGRAD était là? Messieurs, en cas de violation de code de la route, il ne faut jamais payer auprès des policiers. C'est la corruption et c'est une infraction. Le policier doit établir un avis de contravention. Avec ça, il vous achemine devant l'OPJ que je suis pour être entendu sur PV. Après établissement du PV d'audition, il va établir un PV de proposition d'amende transactionnelle en imprimé. En imprimé de valeur, s'il vous plaît. Si c'est un simple papier duplicateur, il faut refuser. Voilà, jusque-là, je ne vois pas la DGRAD. C'est avec ce PV que tu vas te présenter auprès de l'agent de la DGRAD pour la note de perception. Mon commissaire, la DGRAD donne seulement la note de perception. Et le paiement, c'est à la police. Mais non! Avec la note de perception, le contrevenant va payer à la banque. Tout ça après constatation, liquidation et ordonnancement. Mon commissaire, si je comprends bien, les infractions c'est nous et le recouvrement c'est la DGRAD. Oui, c'est lui le receveur de l'État. Donc il faut encore aller à la banque. Mais là ça devient compliqué. Oui. Et d'ailleurs bientôt il y aura les ATM à proximité pour faciliter le paiement. Et pour vous les agents qualifiés, le service de la police n'est pas mort. Bientôt il y aura une mission de contrôle. Mon OPJ, et comment récupérer les véhicules? Après le paiement à la banque, tu amènes la preuve de paiement. Si on refuse de libérer ton véhicule, eh bien, tu appelles au numéro 114. C'est l'inspection générale. Mon commissaire, prenons seulement pour une dernière fois. Jamais. Le commissaire général et l'inspecteur général veillent sur la procédure. Tu risques de passer un séjour à Ndolo, hein? Pense à ta famille. Mbongo ya l'État, na maboko ya DGRAD. Na mabenga ya policier te.
l'argent de l'État à la banque après note de perception de la DGRAD. Pas dans nos poches. C'est tout pour ces numéros de fiscalité et développement, votre magazine d'information économico-financière et questions de développement en République démocratique du Congo, produit par la rédaction de l'agence Galaxy Media AGEM. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur cette chaîne.